Bonjour à tous, je suis ravie d'être des vôtres pour ce panel intitulé Africa Now, Morocco Now, avec à mes côtés 4 intervenants qui vont enrichir les débats concernant les innombrables opportunités d'investissement que connaît le Maroc. Et je commencerai avec un mot de bienvenue à Monsieur Tamir Ghorfi, président de l'ESCA, École de Management, et aussi membre du conseil d'administration de l'association To Advance Collegiate Schools of Business. Bienvenue Monsieur Ghorfi. Merci et ravi de nous retrouver au Med Days à nouveau cette année. Également avec nous, Monsieur Innocent Ishi, président d'un cabinet de conseil en stratégie et relations gouvernementales et d'affaires réglementaires. Hi everyone, it's a pleasure to be here. I'm really grateful to the organizers for inviting us today to what I believe will be a very good conversation. Bienvenue parmi nous. Avec nous également, nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Abdou Diop, associé gérant de Forvis Mazars, et également Monsieur Afrique de la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Également avec nous, notre quatrième et dernier panéliste, Monsieur Mohamed Benouda, président fondateur d'ABA Technology. Donc, je commencerai avec vous, Monsieur Tamir Ghorfi. Vous êtes président de l'ESCA. L'ESCA, rappelons-le, c'est un établissement pionnier dans l'enseignement supérieur, reconnu parmi les meilleures business schools en Afrique. Vous aussi, vous êtes l'un des acteurs clés de la formation en management et de l'accompagnement des futurs leaders du Maroc. Pendant ce panel, il sera essentiellement question du Morocco Now, de l'Africa Now, mais aussi, puisque c'est votre casquette, de toute façon, c'est la casquette que l'on va solliciter, la formation des managers, des leaders de demain en Afrique, qui s'inscrit parfaitement avec cette dynamique très positive du Morocco Now. Vous êtes aussi... Vous êtes un homme des médias aussi, que ce soit devant de la scène, avec des émissions économiques qui sont restées dans les annales du paysage audiovisuel marocain. Vous êtes aussi, souvent, vous prenez part à des événements de grande envergure. Tout d'abord, Monsieur Ghorfi, j'aimerais de votre part un droit de regard sur la naissance du Morocco Now, sur tout ce chemin parcouru. Premier commentaire d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci, Nisrine. Je voudrais, évidemment, je vais répondre à la question, mais j'avais le sentiment d'être un peu dinosaure en me présentant dans le passé, mais je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire les uns les autres, et je crois que c'est dans le now, il y a le présent, et on doit se positionner sur ces questions de présent. Alors, mon regard à moi est très simple, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, si elle ne prend pas en charge son dividende démographique, en ouvrant les espaces pour des énergies positives, pour qu'on puisse faire le développement de l'Afrique, on va perdre une opportunité ou une fenêtre que les 25 ou 30 prochaines années nous donnent pour que l'Afrique ait la place qu'elle mérite dans le monde. Vu du Maroc, je crois que nous faisons un travail extraordinaire et je vais être très terre-à-terre là-dessus. Je pense qu'il y a des choses que peut-être je rêvais il y a 20 ou 25 ans. En me disant, mais ça va être difficile, c'est pas possible. Quand est-ce qu'on aura ceci, une autoroute, une route, un aéroport? Quand est-ce qu'on va agrandir ceci? Aujourd'hui, on a fait des transformations extraordinaires du pays. Il va falloir qu'on utilise tout ce qu'on a fait comme investissement sur la partie hard, sur la partie transformation et infrastructure pour pouvoir créer plus de richesses. Et la création de richesses vient de la capacité d'investissement que nous devons opérer dans le pays. Et la responsabilité première, enfin j'ai envie de dire responsabilité ou l'opportunité première viendra au secteur privé parce que ce n'est pas à l'État de chercher les opportunités, c'est aux entrepreneurs de le faire. Je pense que nous avons, grâce à la vision royale, quelque chose de fantastique, c'est qu'on a redonné au Maroc sa dimension continentale. On a repositionné le Maroc au sein de son continent. On a réintégré le Maroc dans les instances africaines. On a travaillé pour que, sur le plan économique, l'ensemble des
autoroutes de business soient tracées pour que le Maroc, avec les différentes régions du continent, puisse interagir. Alors, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et il me semble que nous avons une responsabilité collective là-dedans. Il faut qu'on se donne la main et peu importe qui est le premier, qui est le deuxième, il faut faire. Nous avons toute la partie commerce intra-africain sur laquelle nous sommes très très faibles à l'échelle du continent et sur lesquels on doit pouvoir agir très vite. Et ça passe par le fait de continuer avec le même respect, avec la même écoute, la même modestie, la même humilité à travailler avec nos frères du continent sur les routes logistiques, sur la complémentarité des produits, sur l'intégration de pays qui ont envie de s'intéresser à prendre une part dans les chaînes de valeur mondiales dans lesquelles le Maroc s'est installé et pour lesquelles le Maroc ne pourra pas tout faire. Et donc, on a intérêt à créer de la richesse dans des chaînes de valeur régionales auxquelles ces pays peuvent contribuer, qui peuvent constituer des opportunités complémentaires. On a donc beaucoup de choses à faire, aussi à donner aux Africains l'appétit de l'Afrique. Il faut que nous autres Africains, on puisse regarder les opportunités en Afrique. Et elles sont très nombreuses. Alors évidemment, quand je parle d'opportunités en Afrique, et je conclurai là-dessus, nous sommes sur un continent où il y a tout à construire. Et dans un continent où il y a tout à construire, l'élément essentiel qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce n'est pas un marché mature où on vient cueillir les fruits. C'est un espace rempli d'hostilité qu'il va falloir accompagner pour la maturité. Donc il faut des entrepreneurs qui acceptent d'agir face à l'hostilité et de se comporter non seulement pour capter les opportunités, mais aussi pour être des agents de changement, parce que grâce à l'entreprise, on peut améliorer beaucoup de choses dans les sociétés africaines. Des exemples peut-être plus concrètement de ces secteurs, M. Rorfi? Tous les secteurs sont possibles. Alors, si demain on veut créer 100 millions d'emplois en Afrique, parce que dans tous les pays, on se pose la question de créer des emplois. Si on veut créer 100 millions d'emplois, il nous faut qu'on puisse très rapidement donner la possibilité à 10 millions d'entrepreneurs de se mettre en place pour avoir un ratio vraiment grossier comme ça. Et bien, ces 10 millions d'entrepreneurs, peu importe où on les positionne, ils peuvent travailler sur les questions de santé, sur les questions de transport, sur les questions de mobilité, sur les questions d'organisation, sur les questions d'urbanisation, dans le traitement des déchets, dans l'amélioration de l'environnement, dans le combat contre le plastique et qu'on arrête que nos villes et nos pays soient pollués, etc., etc. Je crois que les opportunités de business sont énormes. Le tout, c'est qu'on puisse dire, il faut y aller, on a la possibilité. Et je vois que beaucoup de pays en Afrique, quand j'ai la chance d'aller dans les autres pays frères africains, je vois qu'il y a très souvent des ministères qui sont dédiés à l'entrepreneuriat, des projets qui sont dédiés à l'accompagnement des entrepreneurs. Mais j'espère que j'ai répondu en termes d'exemple. Mais je voudrais vraiment insister. Notre continent est plein d'hostilité parce qu'il n'est pas mature, parce qu'il est en train de se faire. Et donc, si on y voit l'intérêt d'aller le co-construire, on va pouvoir non seulement créer de la richesse, créer de la valeur et impacter, mais on peut aussi apporter des solutions à beaucoup de sujets qui intéressent les populations. Et c'est dans la difficulté, vous en conviendrez, en effet, vous l'avez dit, Oui. que naissent les solutions. Bien sûr. Et de toute façon, c'est le rôle d'un entrepreneur. Je veux dire, entreprendre, créer une entreprise, c'est forcément apporter quelque chose à une population, à un marché. Si ce que vous allez apporter existe déjà, on n'a pas besoin de vous. Donc forcément, l'intérêt de cette effervescence ou de cette dynamique démarrer de là. Excellent. Je m'adresse à présent à vous, Monsieur Mohamed Ben Aouda, président fondateur d'EBA Technologies. Vous êtes principalement destiné au marché européen. Monsieur Thamel Rorfi vient de dire une phrase clé. Il faut donner aux investisseurs, aux entrepreneurs l'appétit de l'Afrique. Pourquoi pas l'Afrique? Un vrai plaisir aujourd'hui d'être parmi vous. Je n'ai pas bien écouté votre question, je suis vraiment désolé.
Si je peux juste... Monsieur Rorfi vient de dire une phrase clé en disant qu'il faut donner aux investisseurs, aux entrepreneurs l'appétit du continent africain parce qu'il y a fort à faire et de forts domaines stratégiques dans lesquels on peut investir. Et bien, technologie destinée principalement au marché européen, pourquoi pas l'Afrique? Déjà, juste pour préciser, ABBA Technologies est un groupe industriel et technologique qui est aujourd'hui présent sur 4 secteurs d'activité, dans la santé connectée, dans l'industrie 4.0, la smart city et finalement la supply chain. Ça, c'est vraiment nos 4 domaines d'intervention. C'est bon? Voilà, parfait. Allez, je vais voilà. Donc, je disais que le groupe ABBA Technologies, c'est un groupe industriel et technologique qui opère aujourd'hui sur 4 activités majeures, la santé connectée, l'industrie 4.0, la smart city et finalement la supply chain. On emploie 1000 personnes. On est présent au Maroc, en Espagne, en France, en Chine, et on exporte sur 13 pays. Je parle de Maroc, Tunisie, la Serbie, la Croatie, la Roumanie, la Turquie, le Portugal et le Moyen-Orient. Vous m'avez posé la question pourquoi on ne s'est pas intéressé en Afrique. Alors déjà, dans le domaine de la technologie, nous, on a pris le pari de dire, parce qu'on parlait tout à l'heure de Morocco Now, Africa Now, et si les entreprises africaines puissent aussi compétir les entreprises mondiales. Parce que bon, l'Afrique, c'est un marché, certes, mais c'est un marché de 2% de PIB mondial. Ça reste quand même un petit marché. Ça reste aussi un marché qui n'est pas mature vis-à-vis des technologies. Et notre domaine d'activité, en l'occurrence les objets connectés, lorsqu'on s'est lancé il y a 4-5 ans, le marché africain n'était pas mature. Donc pour nous, c'était le marché qui était le plus mature, c'était le marché européen. Pour donner des cas concrets, je prends le groupe Aptiv, qui est présent au Maroc, en Tunisie, enfin partout dans le monde. Aptiv, il fabrique du câblage. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, par exemple, les digitalisations de leurs usines, à la fois l'énergie monitoring, la maintenance prédictive, tout ce qui est connected workers, tout ce qui est, en fait, performance de la production. Et donc, ça dépend de la maturité de votre client qui est en face, et vous arrivez à développer des solutions appropriées. Maintenant, si on revient sur ABBA Technologies, sur la différenciation, pourquoi aujourd'hui on arrive justement à percer le marché international. Dans le monde, vous avez deux grosses puissances, deux gros acteurs. Vous avez ce qu'on appelle l'IT system, des gens comme Oracle, comme SAP, comme Microsoft, comme Google, plutôt dans le marché américain, c'est là où leurs origines. Vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle Operation Technology, c'est les Siemens, les Schneider, les General Electric, c'est des acteurs qui sont à base de l'électronique. Aujourd'hui, le monde de l'électronique et du numérique ne se parlent pas. Donc, dès la création de ABBA, on s'est dit, notre positionnement, tout à l'heure, Samuel Rorfi lui a dit, si on entreprend, c'est pour sortir un nouveau produit qui n'existe pas sur le marché, parce que si vous faites des choses comme tout le monde, à quoi bon? Donc, on s'est dit, quel est notre positionnement, quelle est vraiment la vraie différenciation de ABBA, et comment un acteur marocain, africain, pourra se différencier. Donc, nous, on s'est positionné sur l'intégration entre le hard et le soft, entre le monde du numérique et le monde de l'électronique qui ne se parlent pas, et pour les faire parler. Déjà, dans un premier temps, on a choisi la bataille de la souveraineté comme un sujet prioritaire pour nous, selon la vision de Sidna Al-Insro, que ce soit une souveraineté, quelle que soit sa nature. Quand vous prenez votre téléphone, une caméra de surveillance, une tablette, vous prenez un scanner, un IRM, vous avez 3 éléments à maîtriser. Vous avez la carte électronique, vous avez le software embarqué, vous avez le boîtier. N'importe quel équipement électronique, il dispose de des 3 capacités. Que ce soit, je disais, un scanner, un IRM, une caméra, un capteur de température, un feu rouge. Donc nous, ce qu'on a fait, c'était déjà d'investir dans une usine électronique à Casablanca. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on a fait une autre usine du plastique. Et on a développé un vrai centre de recherche et développement autour du software embarqué, de telle façon, lorsqu'on arrive à assembler cette électronique, ces objets, cette plastique, ou ça peut être aussi de la mécanique ou de l'aluminium, un boîtier de manière générale, plus du software embarqué, vous avez un équipement. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai élément de différenciation. Pourquoi? Parce que malheureusement, en 2004-2006, c'était le début de la désindustrialisation de l'Europe. On a vécu la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales. L'Europe occidentale a commencé à délocaliser en Europe de l'Est et ensuite
en Afrique, ensuite en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord. Donc ils ont perdu le savoir-faire. Le savoir aujourd'hui, vous prenez par exemple la France, il ne dispose même pas de 0,5% de part de marché de l'électronique au niveau mondial. Donc il y a une super belle opportunité aujourd'hui pour le Maroc et pour l'Afrique de manière générale à se positionner sur ce secteur-là, parce que c'est un secteur que, aujourd'hui détenu par les Chinois, par l'Asie de l'Est. Et vous voyez aujourd'hui le combat sino-américain autour de l'électronique de manière générale. Et donc on s'est dit, ça c'est un vrai sujet qu'on doit absolument se positionner. Et donc c'était ça une des différenciations majeures. Donc ça c'est la partie basse. Une fois qu'on a commencé à maîtriser la partie, je dirais, équipement de manière générale, on a rajouté une deuxième étape qui est la partie software. Software parce que vous avez typiquement je prends le cas de la télémédecine, vous êtes en face des challenges, notamment des déserts médicaux. Ces déserts médicaux qui se retrouvent partout, en Afrique, aux États-Unis, en France, au Japon. Le fait d'avoir des équipements, des dispositifs médicaux connectés comme un otoscope, comme un iriscope, comme un ECG, comme un thermomètre connecté, comme un tensiomètre, de les déployer au niveau du rural, par exemple, d'avoir des infirmières sur place ou des médecins, et à distance, vous avez des spécialistes qui peuvent traiter certaines pathologies. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la technologie arrive à rattraper, je dirais, le retard en matière de développement socio-économique, et c'est pour cela qu'on s'est intéressé dans un premier temps à maîtriser ce savoir-faire-là, à s'affirmer. D'ailleurs, je prends le cas de la médecine. Nos premiers exports, nos premiers produits vendus, ils ont été vendus en Arabie Saoudite. Parce que quand vous fabriquez au Maroc, on a eu beaucoup de difficultés au départ. Déjà, au Maroc, textile, automotive, etc. Quand vous parlez de l'électronique ou des équipements technologiquement à haute valeur ajoutée, vous êtes qui? Quelle est votre marque? Est-ce que vous avez des certificats? Donc, il n'y a pas une reconnaissance. Donc, nous, on a fait exprès de dire, pour qu'on puisse être reconnu au niveau local, on va s'exporter et on va démarrer avec des marchés extérieurs. Je prenais le cas des cabines médicales connectées qu'on a exportées en Arabie Saoudite. Je prends des mallettes de télémédecine qu'on a exportées en Corée du Sud. Et à partir de cet instant-là, le marché local a commencé à s'y intéresser à nos produits. Je disais tout à l'heure sur la partie digitalisation, je prends un autre cas de figure, les smart cities. La première intervention de ABBA au niveau des smart cities, c'était la région Paris-Sud. Paris-Sud, c'est une agglomération où il y a 13 communes, Clamart, Fontenay, etc. Des problématiques de gestion de déchets, des problématiques de trafic. Tout de suite, on a développé des solutions de smart traffic. On a essayé d'approcher ce client-là, d'implémenter. Et c'est à partir de là qu'il y a une certaine reconnaissance pour revenir au marché national. C'était une stratégie qu'on a démarrée au départ. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ça donne ses fruits. Et bien entendu, une fois qu'on a fait cette première année d'export vers l'international, le marché national et le marché africain a commencé à s'y intéresser à nos solutions. Et aujourd'hui, en Afrique, on accompagne par exemple un opérateur minier en Guinée-Conakry, qu'on a digitalisé l'ensemble de son usine. On travaille en Tunisie, on travaille au Kenya. Et bien entendu, le Maroc, qui reste quand même notre base principale. Voilà. Et puisqu'il est question du Morocco Now, M. Benahouda, pendant ce panel, comment est-ce que le Morocco Now peut contribuer à positionner le continent africain comme un acteur compétitif dans les chaînes de valeur mondiales grâce aux nouvelles technologies, justement? Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est face à deux types de conjonctures. Il y a des conjonctures qui sont plutôt des tendances conjoncturelles. On a vécu le Covid, on a vécu l'inflation, on a vécu la guerre malheureusement Russie-Ukraine, israélo-palestinienne. Donc nous sommes sur un marché qui est de plus en plus incertain. D'accord ? Et vous avez aussi des tendances de fond, comme la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales, les changements climatiques, la sécurité sanitaire, la guerre sino-américaine. Donc il y a un marché qui est en train aujourd'hui de se reconfigurer. On le voit par exemple dans le secteur automotif. L'arrivée, j'ai eu l'occasion de visiter par exemple l'usine de Xiaomi à Pékin. Xiaomi, il arrive à sortir des véhicules chaque 6 mois. C'est-à-dire qu'ils ont raccourci leur time to market. Alors pourtant, je prends le cas de Mercedes, Volkswagen ou d'autres, le cycle de l'automotive, on part de 3 ans, 5 ans pour sortir un véhicule. Xiaomi, il le sort en 6 mois. Ça veut dire qu'il y a un raccourcissement de cycle de lancement de nouveaux produits qui fait que l'arrivée des Chinois va être un marasme plus profond. Et il ne suffit pas de faire des règles ou de la réglementation ou des barrières pour pouvoir
protéger le marché européen ou africain, parce que c'est juste, on arrive à limiter un peu la pénétration de ces acteurs-là. Mais par contre, il faut aujourd'hui se positionner sur comment peut-on rattraper ce modèle-là, comment peut-on le réinventer. Et à mon sens, le Marocain ou l'Africain, nous avons un objectif de rattrapage, mais aussi c'est une opportunité pour nous, parce qu'on a, comme on disait Sid Sami, la notion de l'humilité. Lorsqu'on prend un acteur marocain ou africain, si on arrive à surveiller comme les Chinois, comme je dis, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à copier rapidement ce que les autres copient, innover comme les Coréens, analyser comme les Français, parce qu'il y a une capacité d'analyse qui est intéressante, agir comme les Américains en étant un vrai, je dirais, exercice d'opérationnalisation, industrialiser comme les Allemands, parce qu'il y a une vraie logique d'industrialisation, faire de la petite série comme les Italiens, capitaliser comme les Japonais, avoir la résilience marocaine et le savoir-vivre africain. Donc, ce qui fait que si on arrive à avoir... Nous vivons dans un monde de plus en plus mondialisé, où la formation elle est accessible, où les talents, les jeunes que nous avons, je prends le cas de chez ABBA, on a 1000 personnes, on ne recrute pas sur les diplômes. On a des gens qui viennent de l'OFPPT, des gens qui ont fait des facs, des gens qui viennent des écoles d'ingénieurs. On arrive à prendre des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Lorsqu'on libère les énergies, je prends le cas du nouveau modèle de développement qui est basé sur la libération de l'énergie, lorsqu'on donne la chance à ces jeunes-là, on croit en eux, on a une vision qui est claire, structurée, ça donne ses fruits. Et donc aujourd'hui, je vous prenais que ce soit les véhicules électriques, que ce soit l'hydrogène, que ce soit les objets connectés, que ce soit les sujets de recyclage, beaucoup de pays, on est au même niveau. Je prends le cas de l'intelligence artificielle aussi. On est au même niveau sur beaucoup de secteurs d'activité. Vous prenez un Français, un Américain, un Japonais ou un Indien ou un Marocain, on va adresser l'intelligence artificielle, on est au début d'une nouvelle façon de faire. Donc ce qui fait que si on arrive à réinventer nos universités, et malheureusement il y a un vrai travail de fond là-dessus, encore on est en train de recopier les modèles européens, de recopier les modèles, et on est en train de faire une stratégie de rattrapage. Donc si on arrive à réinventer ces universités, je prends le cas le cas de l'école 1337, on recrute de cette école-là, c'est une belle réussite au Maroc. Si on arrive à avoir 2 à 3 écoles par ville, ce n'est pas juste avoir 3 écoles par pays ou 4 écoles par pays, il faut avoir 2-3 écoles par ville pour justement investir davantage dans cette technologie, dans ce digital, pour pouvoir rattraper le retard. Donc oui, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunesse. La jeunesse, elle doit travailler. Ils ont besoin de l'emploi, ils ont besoin du sens, ils ont besoin qu'on leur donne la main. Et donc, s'il y a une vraie volonté, je dirais, entrepreneuriale, si je prends les entreprises marocaines, chacun, s'il peut juste contribuer à 300 ou à 400 000 dirhams de l'entreprise, il le fait dans un fonds social et accompagner ces jeunes, je peux vous dire qu'on va avoir un rattrapage important. Donc la technologie, oui, c'est un vrai axe de développement, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les énergies renouvelables. Il faut juste de leur donner de la chance et on va y arriver. J'ai une certitude là-dessus. Monsieur Benahouda, Monsieur Tamer Orfi a parlé de cette nécessité de libérer encore les potentiels et de faire confiance à cette jeunesse qui regorge de talents. Cela nous amène aussi sur le terrain de la formation. Monsieur Orfi, comment est-ce que le Maroc peut-il renforcer son rôle de hub éducatif en Afrique pour former aussi les futurs leaders capables de promouvoir l'intégration économique? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que le Maroc a une longue tradition de formation ou de contribution à la formation des élites à l'échelle du continent. Dans différents domaines, différents secteurs. Et ici, au Med Days, on rencontre de nombreuses personnalités qui ont un attachement particulier avec le Maroc parce qu'elles ont démarré leurs études supérieures ou au Maroc, ou ont fait leurs études supérieures au Maroc, ou une partie de leurs études supérieures au Maroc, etc. Maintenant, les choses s'accélèrent à l'échelle du continent. Et si on veut
véritablement positionner le Maroc comme un hub, il y a un certain nombre de leviers sur lesquels il faut agir. Je pense que le premier levier, c'est définir ce qu'on veut dire par la notion de hub. Ça veut dire que c'est un espace dans lequel on va former en Afrique pour l'Afrique. Et ensuite, il faut identifier les moyens et comme je disais il y a quelques instants, les leviers sur lesquels on doit agir. Le premier, c'est l'accueil des étudiants africains dans différentes disciplines. Ensuite, la facilitation des permis de séjour. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a un effort énorme qui a été fait, mais on doit le communiquer, on doit l'expliquer et on doit faciliter les choses pour les étudiants. Ensuite, si on veut être un hub pour l'Afrique, il faut aussi recruter des formateurs africains pour des étudiants africains. Parce qu'on ne peut pas imaginer que nous avons le savoir et que nous avons la connaissance à un moment où toute la connaissance est présente sur le web. Parce que le jeune n'est pas dupe. Il sait que la connaissance est là. Ce dont il a besoin, c'est d'être aiguillé, orienté, qu'il rencontre des facilitateurs, des mentors, des gens qui l'aident à avancer, à grandir. Et il faut se donner les infrastructures nécessaires, c'est-à-dire les cités universitaires plus nombreuses, en tout cas plus internationales, plus ouvertes. Et je pense qu'encore une fois, voilà un champ dans lequel public-privé peuvent joindre la main pour pouvoir agir ensemble. Je vais conclure là-dessus. On ne décrète pas un hub d'éducation, on le construit. Et pour le construire, il faut qu'on se mette d'accord sur comment on traite la marque Maroc dans le monde de l'éducation à l'échelle du continent. Je voudrais donner 2 chiffres. Je n'avais pas préparé la discussion sur ce sujet, mais je connais le sujet. Je vais donner 2 chiffres pour illustrer. En janvier 2022, avant le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y avait plus d'étudiants africains en Ukraine qu'au Maroc. Et franchement, l'Ukraine n'est pas la porte à côté. Alors évidemment, vous allez me dire, mais il y a aussi des Marocains. Oui, bien sûr, mais il y a plus d'étudiants de l'ensemble du continent qui vont en Ukraine qu'au Maroc. Alors que nous avons imaginé que nous avions mis beaucoup de choses. L'État a fait beaucoup de choses. Parce que l'État donne des bourses, parce que l'État accompagne. Parce que aussi les seuils d'admission dans les facultés, surtout des métiers de pharmacie, sont... Mais vous savez, moi j'ai envie de dire, regardez, Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a attaché une importance énorme à nos frères africains lorsqu'il a demandé à ce qu'on puisse régulariser des clandestins de divers pays de notre continent qui vivaient chez nous. Parce qu'ils contribuent à la vie dans notre pays. Mais il faut qu'on se comporte en pays africain, avec la fraternité qui est la nôtre. Le Maroc a toujours plaidé pour cette migration sûre, ordonnée et absolument, et ces questions de migration. Donc, moi je pense que, évidemment, l'opportunité est là, mais on doit la structurer et on doit décider qu'est-ce que la marque Maroc, en termes d'études, est pour l'Afrique. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Parce que le marché des études, quand on veut faire un hub, c'est un marché mondial de 6,5 millions de personnes, ce qu'on appelle les degree seekers, des gens qui cherchent à faire des études pour un diplôme, qui quittent leur pays pour aller étudier ailleurs dans le monde. Et ces degree seekers, sur les 6 millions, pratiquement 20% de ce marché mondial est pris par les États-Unis. Vient ensuite la Grande-Bretagne, suivie de l'Australie parce qu'elle est en face de l'Inde et de la Chine. Nonobstant les sujets géopolitiques qu'on a pu observer entre l'Australie et la Chine il y a 2 ans. Et ensuite vient l'Allemagne, suivie de la France. Mais comme dans ce marché mondial, si on veut prendre une part du gâteau, ben il faut se donner un branding. Il faut raconter une histoire sur ce que c'est que les études au Maroc. La chance que nous avons, c'est que nous avons un track record, des expériences, et je vous dis même des personnalités qui sont ici au Meddays, qui sont extraordinaires, où on a de quoi raconter de belles histoires. On peut raconter le narratif sur ce qu'on a fait, maintenant il faut qu'on puisse structurer la marque Maroc en tant que hub d'éducation sur ce qu'on veut faire
Et je vais conclure en disant, permettez-moi de rêver d'une école hassaniya comme une école des infrastructures du Maroc, d'un INPT Araba comme l'école des technologies au service de l'Afrique. Je parle d'école marocaine au service de l'Afrique. Permettez-moi de rêver que l'école Mohammedia soit une école polytechnique au service du continent. Et ainsi de suite. Un institut agronomique et vétérinaire, le nombre de gens qui sont sortis de l'IAV Hassan II et qui ont des postes à responsabilité, y compris des ministres d'agriculture dans divers pays, on a un patrimoine extraordinaire. Ça veut dire qu'on est capable, le tout c'est de le structurer, de l'organiser, de lui donner du sens pour pouvoir agir en tant que hub. Voilà, si c'est quelques exemples que j'ai pris dans des établissements publics anciens qui ont pignon sur rue peuvent illustrer, ça montre qu'on a les atouts pour construire ce hub éducatif à l'échelle du continent. Merci beaucoup pour le partage de tous ces exemples, mais aussi pour les chiffres que vous avez énumérés tout à l'heure. Je m'adresse à vous maintenant, Monsieur Diop. Quel commentaire tout d'abord vous suggère ce qui vient d'être avancé, les propositions aussi de Monsieur Rorfé et cette vision que l'on doit identifier de manière précise du Morocco Now? Merci beaucoup de me donner la parole. Ça fait toujours plaisir de parler du continent africain, en particulier à l'occasion des Meddays sur ces thématiques aussi importantes. Oui, je partage parfaitement ce que mon ami Sami vient de dire, surtout quand il dit un hub, il ne se décrète pas, il se construit. Et c'est toute la notion de ce Morocco Now. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et Africa Now, aujourd'hui, il est clair que ce hub dont on parle n'est pas quelque chose qui s'est décrété. Il y a eu une construction depuis de nombreuses années qui ont fait qu'aujourd'hui, on peut se prévaloir d'être un bel hub pour ce continent. Quand je dis de construction depuis de nombreuses années, oui, il y a eu la construction de cette connectivité infrastructurelle qui est le premier élément d'un hub, puisqu'il faut que ce hub permette une accessibilité. Quand je dis connexion infrastructurelle, oui, aéroportuaire, que ce soit l'aéroport de Casablanca ou ses ramifications à travers le royaume permettent de connecter le Maroc à tout le continent africain, mais aussi au reste du monde. Le hub maritime, Casa d'abord depuis de nombreuses années, ensuite depuis Tangemed, qui a permis de réduire les coûts de transport sur le continent de plus de 30% et les délais de transit de plus de 40%. Le hub routier aussi, quand on dit infrastructure, c'est la connectivité routière. C'est pas pour rien qu'on peut aujourd'hui se prévaloir à des moments de pic d'avoir plus de 400 camions qui traversent le Maroc pour aller vers différents pays de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'en Guinée ou encore jusqu'en Côte d'Ivoire, à travers la zone intérieure. Il y a aussi la connectivité économique. Donc, on l'a dit depuis 20 ans, nos entreprises se développent sur le continent avec une très belle position de nos banques, puisqu'il y a une présence dans plus de 28 pays, mais également de tous les autres secteurs au-delà des services industriels. Donc, cette connexion économique qui a été institutionnalisée à travers Casablanca Finance City permet d'avoir tous les ingrédients de la connectivité. Bien sûr, il y a la connexion aussi culturelle et sociale, puisque Sami a parlé de ce flux humain, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont dans les deux sens, mais aussi la partie culturelle et religieuse. Donc oui, cette connexion sur tous les plans a permis de devenir un hub. Et aujourd'hui, on le renforce par cette complémentarité de chaînes de valeur dont Sami a parlé. Oui, le Maroc a pu, à travers un certain nombre de secteurs, connecter son économie aux chaînes de valeur mondiales. On l'a vu sur l'automobile, on l'a vu sur l'aéronautique, on l'a vu sur le textile, on l'a vu sur l'agroalimentaire. Maintenant, il faut qu'on aille chercher de la complémentarité de chaînes de valeur sur les autres pays du continent, parce que c'est possible, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on voit l'automobile, l'automobile électrique, la batterie vient d'Asie. Pourtant, toutes les matières stratégiques de base de la batterie, le coltan, le lithium, viennent du continent. Quand on parle du textile, oui, on achète les fils ailleurs, alors que le coton de base vient du continent. Quand on parle de l'agroalimentaire, oui, on achète du concentré
de mangue de Rungis ou des mangues d'Amérique latine, alors qu'il y en a plein sur le continent. Donc, oui, aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher de la complémentarité de chaînes de valeur sur le continent. Et d'ailleurs, en tant que CGM, avec ma casquette CGM cette fois, on a lancé une étude très importante pour identifier sur 4 secteurs clés qu'on considère comme étant des secteurs où il y a du potentiel. Le secteur automobile, le secteur électrique, électronique, le secteur textile et le secteur agroalimentaire, où on a identifié de vraies complémentarités entre le Maroc et un certain nombre de pays d'Afrique. Quand je dis complémentarité, complémentarité inexploitée. Effectivement, quand on voit, j'ai parlé de la batterie, mais l'automobile, on peut citer des exemples à foison aujourd'hui. L'automobile, le produit de base pour la carrosserie, c'est la bauxite pour faire de l'alumine. Eh ben, la Guinée, le Ghana sont des pays où il y a de la bauxite à foison. Pourtant, on n'en importe pas, on ne fabrique pas d'alumine, on n'a pas de carrosserie qui a un seul élément en provenance de ces pays. Pareil, la pneumatique avec les VA du Ghana, de Côte d'Ivoire, on aurait pu faire beaucoup de complémentarité. Donc aujourd'hui, il faut que justement on fasse ce travail pour pouvoir renforcer cette complémentarité de chaîne de valeur et accompagner l'industrialisation d'un certain nombre de pays en ayant comme réceptacle cette industrie marocaine qui est déjà connectée aux chaînes de valeur mondiales. Et je disais, dans l'étude que nous avons faite et qu'on va présenter le 3 décembre dans le cadre d'un forum de la PME à Casablanca, on a identifié beaucoup de projets pertinents qui permettent justement d'atteindre cette complémentarité. Donc c'est toute cette construction de hub qui fait qu'on parle de Morocco Now. Et ce Now est aussi très important parce qu'aujourd'hui, que ce soit le Maroc dans la construction de son hub, mais aussi la position géostratégique dans laquelle nous sommes, tous les éléments vont vers une promotion du continent aujourd'hui et actuellement. Il faut qu'on comprenne, que les Africains comprennent et que le monde comprenne que l'Afrique, à travers tout ce qui a été construit ces dernières années et à travers les évolutions géostratégiques qui ont eu lieu ces dernières années, est le continent qui répond à beaucoup de défis mondiaux. Le défi démographique, ça, mais on en a parlé au début. Quand on dit défi démographique, il y a 2 éléments clés dans le défi démographique. Le premier élément auquel tout le monde pense, qui est la force de travail, oui, effectivement, parce que population vieillissante au nord, alors qu'on a une population très jeune sur le continent, 29 ans de moyenne d'âge en Afrique, pendant qu'on est à 49 ans sur le reste du monde. Donc, à la fois force de travail, mais aussi force intellectuelle. Aujourd'hui, on le voit, beaucoup d'entreprises sont en train de monter des plateformes de nearshore sur le continent africain parce que, effectivement, il est temps que les ressources que nous avons soient productives, certes pour le continent, mais aussi pour l'Europe, mais en restant sur le continent. Mais quand on parle de réponse aux défis démographiques, il y a un deuxième élément au-delà de la force de travail, c'est le marché. Parce qu'effectivement, quand on dit jeunesse avec classe moyenne, ça rime avec marché qui se développe. Et bien sûr, l'Afrique, avec ses 2,5 milliards de population en 2050, est un marché qui fait rêver. Donc, on le voit très clairement aujourd'hui quand vous voyez les 10 majors du télécom sur le continent européen, les seuls qui arrivent à avoir de la croissance sont celles qui ont des filiales sur le continent africain et leur croissance vient du continent africain. Donc, ça veut dire que sur les consumer goods, on est vraiment, en termes de démographie, dans une configuration où l'Afrique est aussi le marché de demain pour ces populations. La réponse à la sécurité alimentaire, oui, on l'a vu avec ce qui se passe en Ukraine, avec les 60% de terres arables qui sont sur le continent inexploitées, l'Afrique est forcément la solution aux défis de demain, parce qu'il n'y a plus de terres cultivables sur un certain nombre de pays du Nord. Or, sur le continent africain, on a des terres arables inexploitées, avec bien sûr, contrairement à ce que beaucoup peuvent imaginer, avec une abondance d'eau. Donc il y a une vraie réponse possible sur le continent africain à la sécurité alimentaire. Le défi énergétique. Aujourd'hui, tous les challenges énergétiques du Nord, une grande solution se trouve sur le continent africain. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ce gros projet de gazoduc atlantique qui va relier 13 pays du Nigeria au Maroc constitue une vraie convoitise de beaucoup de puissances européennes qui voient en cela
la possibilité d'avoir du gaz africain pour le continent européen, surtout entre les grandes réserves du Nigeria et les grosses découvertes qui ont eu lieu en Mauritanie et au Sénégal. Donc, sur ce plan-là, l'Afrique est une vraie solution aux défis du monde. Mais quand on va plus loin, parce que les gens peuvent nous dire, oui, le gaz n'est peut-être pas vert, même pour le verdissement de l'énergie mondiale, donc pour la décarbonation, l'Afrique est une solution. Quand on voit un projet comme X-Links, où les acteurs anglais sont en train de construire une grosse plateforme de production d'énergie renouvelable au Maroc et qui va, à travers un câble sous-marin, relier le Royaume-Uni et fournir à horizon 2050 8% de la consommation énergétique de la Grande-Bretagne à partir du Maroc, sans compter aussi tout ce qui est en train d'être fait en termes de prospection sur l'hydrogène vert, mais aussi sur le solaire et sur les autres énergies renouvelables, l'Afrique va être aussi la solution aux défis énergétiques du reste du monde. Donc il faut qu'on puisse avoir cette prise de conscience à la fois africaine, parce qu'il faut être conscient que l'Afrique dispose de solutions à ces défis mondiaux, mais aussi cette prise de conscience occidentale, et c'est pour ça que l'Afrique est une convoitise, mais tout cela ne peut se réaliser que si on est dans une dynamique réelle de coopération continentale. Il faut que la ZLECAf, qui est en cours de mise en œuvre et qui démarre bien, devienne une vraie réalité. Il faut que les actions de coopération continentale se fassent et se concrétisent. Et c'est pour ça que j'ai tendance chaque fois à saluer ce projet de gazoduc, parce que pour la première fois, on a 13 pays africains unis sur un projet économique commun où tout le monde est en train de s'entendre. Que ce soit les pays qu'on appelle stables politiquement ou les pays qui sont peut-être dans des situations politiques plus compliquées, mais au moins sur ce projet, tout le monde est d'accord et tout le monde tire dans le même sens. Et c'est pour ça aussi qu'il faut saluer l'initiative atlantique, parce qu'on est en train d'essayer de construire quelque chose en commun entre plusieurs pays du continent. Et ça, je pense que c'est le grand challenge de l'Afrique. Aujourd'hui, oui, Morocco now, Africa now, mais pour que ce soit vraiment concret et qu'on en tire les grandes leçons, il faut qu'on puisse renforcer cette coopération. Coopérer sur le commerce intra-africain, coopérer sur les complémentarités de chaînes de valeur, coopérer sur les projets stratégiques, que ce soit énergétiques ou encore de transport et d'infrastructure, et à la fin de la journée, avoir l'Afrique qui parle d'une même voix et qui négocie aussi d'une même voix par rapport à toutes les puissances, qu'elles soient occidentales ou émergentes, qui sont en train de targeter l'Afrique. Je pense que c'est ça le vrai défi de cette Afrique souveraine et de cette Afrique résiliente, si on veut le transformer pour que l'Afrique soit vraiment cette Afrique qui tire profit de son potentiel et qui réellement transforme ce potentiel et ne reste pas uniquement au stade de potentiel. Et le fait que le chemin soit ouvert à tous les pays du continent pour y prendre part et pour en tirer aussi profit a été clairement et fortement mis en avant par Sa Majesté le roi Mohammed VI pendant son dernier discours de la fête du trône. Peut-être une autre question à M. Ben Aouda avant de céder la parole à M. Isichi. M. Diop a parlé des innombrables opportunités qu'offre le continent africain dans le secteur vital et stratégique, secteur agricole. Et on le sait aussi, le continent africain pâtit sévèrement des effets du changement climatique. On est dans un contexte de stress hydrique, des saisons de sécheresse consécutives et continues. Cette fois-ci, j'aimerais vous faire parler, vous faire réagir sur le rôle des technologies dans ce chantier, puisque de toute façon, transition écologique et numérique vont de pair et sont indissociables, M. Ben Aouda. Je vais réagir sur une question de ce qu'il disait Abdou tout à l'heure sur la complémentarité des chaînes de valeur, qui à mon sens est une question très prioritaire. Je vais prendre le secteur de l'automotive par exemple. Le secteur de l'automotive, on exporte 14 milliards de dollars au Maroc. Si on prend la valeur elle-même, et dans les 3-5 années à venir, il va y avoir un switch. Maintenant c'est mieux ? Ah bah super. Donc je disais tout à l'heure que c'est très bien. Voilà. Parfait. Donc je disais tout à l'heure sur le secteur automotive, aujourd'hui on exporte 14 milliards de dollars à peu près. Sur les 14 milliards de dollars, si on regarde en valeur, on va dire que c'est très bien parce que
on a augmenté par rapport à l'année dernière. Par contre, si on se projette sur les 4-5 prochaines années, avec le shift vers l'électrique, vous allez voir que nous allons passer de 14 milliards, par exemple, à 27. On va dire que c'est encore bien. Sauf que le seul bémol, c'est qu'une usine de fabrication électrique ou du câblage électrique emploie moins qu'un véhicule thermique. C'est-à-dire, je prends le cas d'une usine de Aptiv à Knetra, qu'aujourd'hui, il emploie par exemple 4500 personnes, il fait 130 millions de dollars d'export. Quand il va switcher vers l'électrique, on ne sera pas à 130, on sera peut-être à 200, mais on va baisser de 4000 personnes à 2000. Et donc là, l'accélération des changements climatiques, de la robotique, de la technologie, que l'on veut ou non, détruit un peu de l'emploi. Quel sera le challenge? Le challenge sera justement, comme disait tout à l'heure Abdo, de faire de l'intégration locale encore davantage. C'est-à-dire qu'on doit chercher, par exemple, la fabrication du moteur électrique. Certes, un véhicule électrique emploie moins, mais si on ne fait que du câblage et la batterie, mais sans le moteur, on ne va pas augmenter la valeur en augmentant davantage de l'emploi. Donc c'est très important, de chercher de l'intégration locale. Chercher aussi de l'intégration locale, c'est aussi profiter de ces matières premières. Il parlait de bauxite tout à l'heure, mais il y a aussi, je prends le cas pour l'électrique, les câblages, il y a du cuivre. Le cuivre est très présent au Maroc, n'est-ce pas? Donc c'est important d'utiliser le bauxite, le cuivre, toutes les matières premières pour s'intégrer davantage au niveau amont, d'accord, pour pouvoir justement créer davantage de la valeur et générer de l'emploi. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Deuxième point, pour revenir sur ce que vous avez dit, parce que je voulais juste réagir à la question et conforter davantage les points de vue de nos amis. La technologie aujourd'hui peut venir accélérer beaucoup de choses. Je prends le cas des déserts médicaux. Malheureusement, en Afrique, on a par exemple un médecin voire même 0,9 médecins pour 4500 citoyens, alors que normalement, on doit avoir 4 au moment. Donc, les déserts médicaux, la télémédecine permet aujourd'hui de faire face aux déserts médicaux. Je prends le cas des villes. De plus en plus, on a beaucoup d'agglomérations urbaines qui se construisent, des problématiques de gestion de déchets, des problématiques de gestion de trafic, des problématiques d'éclairage. Le numérique aujourd'hui arrive comme une vraie solution pour pouvoir justement réduire cette consommation électrique. Je prends une ville, vous avez l'éclairage représente 40% de la consommation d'une ville en matière de coûts. Si on fait de l'éclairage intelligent et on arrive à le piloter, ça permet de réduire les coûts. Donc la technologie apporte des vraies réponses concrètes. Ce n'est pas du techno pour faire de la techno, mais il apporte des vraies solutions au niveau de la ville, que ce soit en matière de gestion de déchets, que ce soit en matière de recyclage, que ce soit même la notion de mix. Des ressources hydriques. Même, je prends par exemple la notion de mix, le mix énergétique. Vous avez l'éolien, vous avez le thermique, vous avez le photovoltaïque, vous avez derrière autant d'énergie. Mais comment peut-on mesurer les entrées-sorties? Comment peut-on mesurer le gaspillage? À partir de quel moment je dois switcher vers le solaire, vers l'éolien ou vers le thermique? Donc cette mixité énergétique ne peut pas aujourd'hui être rationalisée si on n'a pas derrière de la technologie. Je prends par exemple les compteurs électriques connectés. On ne peut pas aujourd'hui savoir exactement la consommation et réduire cette facture énergétique si on ne met pas en place ces compteurs électriques. Donc, je parlais de la santé avec la télémédecine qui apporte des vraies réponses. Je parle des compteurs électriques connectés ou de la smart grid de manière générale. Je prends dans le cas de l'industrie elle-même. Si on veut vraiment avoir des usines compétitives, on doit absolument mettre en place ces solutions de maintenance prédictive, d'énergie monitoring, d'efficience derrière. Donc, vous avez autant de secteurs d'activité qu'ils ont besoin justement de la technologie pour pouvoir rattraper davantage ces éléments. Vous avez les chiens errants. C'est une vraie problématique. Comment peut-on identifier les chiens errants? On peut mettre des tags pour pouvoir les tracer. Il y a autant de problématiques aujourd'hui. Vous allez prendre des véhicules, on peut mettre des capteurs, on peut arriver à tracer la qualité des chaussées, on peut tracer le trafic, on peut avoir l'information sur la qualité de l'air. Donc toutes ces informations-là sont des informations importantes pour pouvoir justement
rattraper le retard. On parlait tout à l'heure aussi des pandémies. Quand vous parlez de la santé, aujourd'hui on parle d'un concept de One Health, une seule santé unique. La santé animale, environnementale et humaine. 70% des pandémies viennent de la santé animale, à horizon zoonos. Donc si on n'arrive pas à tracer justement ces mouvements animaliers sur certaines régions, sur certaines zones reculées, de les tracer, de les identifier et de mettre dans une base, par exemple, nationale d'épidémiologie, de telle façon à anticiper ces pandémies-là, la technologie, justement, apporte ces réponses pour pouvoir accélérer davantage ce rattrapage et voire même positionner l'Afrique comme un continent qui peut être leader sur ces sujets. Voilà. Je m'adresse à présent à vous, Monsieur Issechi. Comment est-ce que le Maroc et le Morocco Now et l'Africa Now aussi peuvent-ils s'intégrer dans des projets titanesques pour devenir, pourquoi pas, Monsieur Le Rorfé l'a dit tout à l'heure, le rêve est permis pour devenir un pilier clé, en tout cas dans la zone de libre-échange. Thank you very much. I think about 6 years ago, we had His Royal Majesty come to Nigeria. And out of that, you saw partnership, part of which is the Nigeria-Morocco gas pipeline. But one very important aspect was the OCP, the Moroccan company, the role it played particularly in the agricultural sector in Nigeria by providing a key input to supporting the production of fertilizer locally in Nigeria. Because if you look at Nigeria, I think close to about 20% of our GDP comes from the agricultural sector. So that was a very strategic partnership between Nigeria and Morocco. And we've seen measures by OCP to deepen that investment in Nigeria, I think, which is a worthy commendation of the fact that there is room for greater collaboration between both countries. One aspect, I'm mainly within the fintech space in Africa. I operate mainly within the fintech space in Africa. And part of the main base is in Nigeria, where I serve on the board of a few fintechs. And that is a space that has emerged over time, over the past 5 years. We've seen significant transformations. For example, over the past 3 years, we've gotten maybe close to between $4 to $5 billion, mainly from US venture capital firms invested in the payment system in Nigeria, payment-related entities. And it's really as a result of some of the measures that were taken to integrate what you call build an interoperable payment system, where banks, financial institutions could connect to make instant payments easier. So that has led to a chain of events. It's led to emergence of a good number, like 4 companies emerging as unicorns in Nigeria. And you've seen those companies expand into other parts of Africa. And you've also seen, because of this interoperable payment system, domestic payment system in Nigeria, you've seen efforts by other countries in Africa to replicate it. Like the Kenyans are also working to build an interoperable payment system because they could see the opportunities that come when you have an open system in place. You've also seen that in Ghana as well. But notwithstanding this, I think there's room to actually look at the fact that how come within Africa, for example, cross-border payments, it's still a major, major challenge. And it's the cost of cross-border, like for example, Africa has one of the highest costs when it comes to cross-border related transactions. And that's a huge area. Domestic payments are doing pretty well. But I think when we look at potential partnerships between Morocco and Africa and Nigeria, for example, that could be one potential area that we could be looking at. We've seen efforts in Nigeria, particularly within the central banks of Nigeria and Egypt, where they are looking at efforts to make it easier for Egyptian entities within the payment space to also do work in Nigeria and vice versa, right? So we need to look at, and why it's important, because when you operate in Europe, for example, you don't need to go through 20 license frameworks, right? Or 40 or 50. But when you operate within Africa, as a payment company, you have to worry about complying in Ghana, complying in Nigeria, complying in Morocco, complying. And so the cost of even scaling as a business is very, very difficult and expensive. So what you then find is companies just focus on a few countries that have maybe large market sizes. So I think one area that we could actually look at is how do you build better, closer regulatory frameworks that will allow companies, almost like a passport, where you don't have to
you don't have to, as long as you meet particular standards, right? It's easy for you to operate in different countries, because that would really help, and you can then leverage off of each other. You could see the inventions that are taking place in Morocco, for example, and how they could be applied in Nigeria. It will make it easier for Moroccan companies to provide payment-related services in Nigeria, or tech services around the fintech space, and vice versa, because we've seen the huge opportunities, how the space has evolved in Nigeria, because you've seen businesses being able to leverage or find different modes of receiving payments or sending payments. And so it's created huge impact when it comes to looking at the tech landscape within Nigeria. And I think if there's any key takeaway I would love to see coming from this event is how we can actually build regulatory frameworks that enhance greater cooperation between institutions like the central banks in Nigeria, central banks in Morocco, making it easier for tech companies to actually scale between both parties. Vous avez évoqué les fintechs et aussi la question des délais et des coûts, et sur lesquels il va falloir forcément travailler. Monsieur Isichi, comment est-ce que ces fintechs, en tout cas, peuvent travailler de concert, co-développer avec les acteurs des secteurs bancaires traditionnels des choses pour... Déjà, quand on parle de ce sujet, il y a la résistance, il y a aussi les gens qui font plus confiance au cash, c'est la sécurité, c'est tout cela. Et puis, comment est-ce qu'on peut s'inspirer des pays champions en la matière, par exemple le Kenya, vous l'avez cité, et puis le Ghana, mais encore. Et comment aussi faire face aux obstacles, notamment ceux relatifs à la cybersécurité, comment faire face aux menaces cybernétiques qui guettent ce chantier et sur lesquels il va falloir travailler, peut-être avec des partenariats aussi avec des data centers. Là aussi, on revient à la question des formations, à la recherche. So cybersecurity is so important because you're seeing like issues related to fraud, identity theft. So what you then do from a regulatory perspective is just building up your framework to make sure that the companies that provide these services have very robust security frameworks, right? And because with cybersecurity, you're seeing constant innovation. So companies have to also innovate to make sure that whatever like fraud detection schemes they're putting in place, KYC schemes, they're constantly innovating, as well as the bad actors are also innovating. So that way you can continue to help to build a healthier and safer payment gateway, because at the end of the day, leveraging electronic channels is a big issue on trust. Right? Trust is so essential. If I feel it's not safe, I wouldn't use it. So it's important as we work to build this cross-collaboration, making sure that as you build those regulatory frameworks, you make sure that the parties abide by certain principles, and you do regular checks just to make sure they have robust frameworks to make sure that it's actually safe for people to use. Like I mentioned, I feel very well in the sense that, for example, if we look at the funds that have come into a lot of these entities, it's come mainly from the US, right? You don't necessarily see it coming within Africa in itself. So the idea is, how do you also open up the space so other like entities like in Morocco, like Nigeria, you can see cross investments. I am a partner in a venture capital firm that's invested across the region in fintech entities. And just looking at how do we also open the space up where we can actually see more investments coming to payment-related firms in Morocco and vice versa in Nigeria. So we I call it deepen the pool. So it's not just simply going to the US or going to Europe, but also making it open that opportunity for other African venture capital firms to actually see the opportunities across the region as well. Monsieur Lorfi souhaiterait réagir ou peut-être une contribution complémentaire? Oui, thank you very much, Innocent, for sharing these thoughts. I deeply think that in Africa we have all together as part of the elite in the continent to change our paradigm and to change the way we see our continent. Generally, in this wonderful continent, all of us, we look at the past colonizers as the best references in everything. And I think there are so many new references that are more relevant to the fields in our different countries and different contexts. Thank you very much for mentioning two major topics. One is about migration.
I think we have a kind of African intelligentsia, intellectual people that have good brains, and there is a race and a competition to attract them all over the world. And if we can see what happens in China attracting African brains nowadays, it's amazing. We usually think about UK, about Europe, about some of the US, and they're going all over the world. We need to offer them some possibilities to stay in Africa by having this kind of agreements between countries that can be bilateral, that can help mobility, because we can bring people to, if they have a drink together, if they can have a meal together, if they can work together, they maybe can marry, but they also create wealth. And this is something very important to me. The second thing is about the fact that we have to gather African investment in Africa. And I love the topic of today, Morocco now and Africa now. Morocco now cannot happen if Africa now doesn't happen. And we should say that for all our countries, for yours, for mine, for all our countries. So we need to bring all our investors and venture investors and people that have projects for Africa that can solve African problems or address African needs to invest together for Africa. There are amazing market shares that we can get. So just say, okay, for this kind of projects, let's come to Morocco. For the other kind of projects, let's go to Lagos. For others, let's go to Accra. Maybe to go to Nairobi, maybe to Kinshasa, and so on and so on. Thus, I'm sure it's more an opportunity-driven process than the win by heart what we can do for the continent. If we don't do it ourselves and we have all the knowledge, we have all these African bankers that are in the top places in the world. When you are in London, you find a lot of people coming from so many African countries. When you have to find some good lawyers, Africans work in the top companies. So we can find all that solutions for African investment in Africa, between Africans. The only thing is that we need to, and this will be my conclusion, we need to know each other a little bit more. I need to understand better your culture. I need to come very often to Abuja. I need to stay with people, and you need to come to my country and stay with us a couple of days and check what are the opportunities. And I'm sure if we can have first meal, second couscous, or something like this, and a meal in your country, I'm sure we're going to build amazing things together. I certainly agree with you. This is my third visit to Morocco, and I'm sure we're coming back more often. I love that. Thank you. Et ça passe forcément, effectivement, comme vous l'avez tous les deux souligné, par une meilleure connaissance de l'autre. Il y a encore fort à dire concernant ce sujet, mais malheureusement, nous sommes tenus de respecter le temps qui nous est imparti. Il nous reste exactement 20 minutes. Je pense que l'idéal serait de les consacrer aux questions en séance-réponse de l'audience. On s'organisera pour vous donner la parole et que nos panélistes puissent répondre à vos questions. Micro, s'il vous plaît. Un micro-baladeur que l'on puisse faire tourner dans la salle. Nos amis à la régie. Devant. Pardon. Monsieur. OK. Madame, s'il vous plaît, devant, juste devant. Alors, soit ce jeune homme, soit l'autre en noir. D'abord, je m'appelle Hussein Ben Msaoud, je suis arbitre et en même temps entrepreneur. My name is Hussein Ben Msaoud, I'm an arbitrator and as well entrepreneur. Actually, recently I just initiated in the Moroccan Parliament a bill to remove all the barriers, travel, residence, and as well investments barriers for African citizens here in Morocco, because I believe we are young people, we need a new African environment, as exactly Mr. Ghorfi have said.
But I continue to see, I studied in Europe, and I was able to see in Europe, I'm sorry. Anyway, there was an exchange program. I don't see a similar one in Africa. And this is very shocking because as long as you've mentioned, Mr. Orfi, that in many African students go to Ukraine and certainly to France, Belgium, I have seen lots of them, but I don't see a similar program here in Morocco. Or even from Moroccan students, I would love to go to study, for example, in Nigeria, in South Africa, but I don't see any similar program. How do you try, or do you think you can address this problem? Thank you. Mes chers panélistes, vous voulez qu'on procède comment? On répond? Ou alors on prend d'autres questions? On fera des réponses collectives. Excellent, donc on enchaîne avec le The program is called Erasmus. Pouvez-vous, s'il vous plaît, passer le micro? Hello everyone, so I'm Idrissi Saleh. I'm from the International Institute for Higher Education in Morocco from Rabat. My question is, a few years ago I read an article about stealing the biggest diamond in Africa. But what they don't actually know is that the biggest diamonds are still in Africa, are the African brains. My question is, to you the elite, how are you planning to keep or develop these brains of Africa so we don't let them immigrate to the other countries? Thank you so much. D'autres personnes souhaiteraient prendre la parole? Oui, monsieur, volontiers. Ce serait bien que des femmes aussi puissent prendre la parole, peut-être des questions ou des rajouts, des éléments de... Oui, merci. Je m'appelle Nourdine Belkadi. Je suis ingénieur agronome et je suis donc, je m'intéresse beaucoup donc au développement durable. Alors mon intervention surtout pour, disons, encore renforcer ce qui a été dit tout à l'heure en ce qui concerne les universités. Il faut vraiment les réinventer, comme ça a été dit, et les orienter vers une sorte d'entreprise, que ce soit public, que ce soit les universités publiques ou privées. Les privés, les universités privées au Maroc, ils ont déjà un petit peu cette approche dans les formations et dans la recherche et développement et dans les formations et dans les, disons, tout ce qui est brevet, doctorat, etc. Alors, les universités publiques doivent suivre cette voie. Et je crois que c'est la seule voie pour encore renforcer, disons, les formations de nos jeunes qui ont beaucoup de compétences, beaucoup de talents. Il faut juste les faire dégager et ressortir. Merci. La dame toujours devant, ensuite on prendra la dame de la deuxième rangée, et ensuite celle de la quatrième rangée. Désolée. Allez-y. My name is Dalal Qurtubi. I'm marketing professor in International Institute for Higher Education in Morocco, in Rabat. Basically, it's not a question. I'm just adding up to whatever Mr. Gharfi said, because I totally agree with you when you said that whenever we go to different boards, we find Africans rocking wherever they are. So maybe we have to take advantage of this. And if we want to make that happen within Africa and between Africans, we'll probably have to give them more floor, and we have to believe in the fact that we have to allocate more budgets or maybe just give them more resources so that these talents can flourish back home. Nowadays, whenever they go abroad, they have a lot more opportunities, and we can see them, and we can see their talents, and we can see their output. So maybe if we give them chance back home here in Morocco, I don't know what is that forum that we can give to that, whether we can call it a forum, whether we can call it an academy, whether we can just call it a pool. But involve those people, give them more chances, give them more opportunities, and they would know that whoever is having those talents and they are also having opportunities to grow back home and to stay in their own countries and in the continent, which is Africa. Thank you. Madame. Je me présente, c'est professeur Zila Abidine Mriem.
Je représente l'Institut supérieur des techniques de santé. Je voulais d'abord remercier l'Institut Amadeus pour la qualité de l'organisation et pour les thématiques qui sont très, très pertinentes et très bien choisies. Je remercie chaque intervenant en son qualité et son nom. Ma question s'oriente pour M. Ghorfi. J'ai juste une question par rapport à votre perception par rapport à la digitalisation que connaît le secteur actuellement. Et j'aimerais bien savoir la participation de votre organisme ABA par rapport à ce secteur. Quel type d'intervention, quel type d'intervention technologique plutôt dans le secteur. Et merci. Le timer est affiché. On prend peut-être une dernière question, très brièvement s'il vous plaît, comme ça on aborde la session des réponses, parce que nous n'avons que 10 minutes. Bonjour tout le monde. Je vais juste rebondir à une intervention de M. Samir Ghorfi qui m'a vraiment trop impressionnée. Et tout à l'heure, je l'ai dit en cachette entre moi et Manal. Maintenant, je vais le dire en plein public. Je me présente d'abord, c'est professeur Hamouch Najor, maître de conférence à l'ENCG de Qnitra. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut réinventer, il faut rêver. On rêve de réinventer l'école Hassania parce qu'elle fait sortir des élites. On rêve de réinventer l'école Mohammedia pour qu'elle devienne, voilà, à l'échelle africaine. Aujourd'hui, ce qui nous importe plus au niveau de la sphère universitaire, c'est le ranking des universités à l'échelle internationale. Là, on s'intéresse au ranking par rapport à Global Innovation Index, on s'intéresse à d'autres rankings, pourquoi le Maroc est mal classé, pourquoi on se pose plusieurs questions. Sachant que si on prend un peu de recul, on va voir que les meilleurs étudiants au Maroc qui partent aux meilleures universités internationales, que ce soit la Polytechnique de France, que ce soit en UK, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, ce sont des Marocains qui sortent de l'école publique marocaine aussi, qui sortent de l'université privée marocaine aussi. Donc, il ne faut pas aujourd'hui dire que c'est pas l'école ou là c'est pas l'université qui ne donne pas fruit. Mais aujourd'hui, on va rejoindre l'idée de M. Ghorfi, c'est de réinventer le processus université marocaine. Et aujourd'hui, je pense, monsieur, qu'on a besoin d'un portage d'en haut pour pouvoir rêver ce rêve que vous en avez parlé tout à l'heure. Et merci à tous les intervenants de cet après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous également. Merci à vous tous qui avez pris part à ce panel. Et merci pour vos questions. On commence les réponses tout de suite. On commence avec vous, naturellement, Monsieur Ghorfi. Merci. En fait, moi, je dis simplement que le Maroc est en Afrique. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le Maroc a récupéré son ancrage. Il faut que les institutions marocaines qui sont au Maroc, qui ont déjà un track record, une expérience extraordinaire en Afrique, on leur donne les moyens de continuer à servir l'Afrique et de prendre la position. Et j'ai rêvé en prenant quelques exemples parce que l'Afrique a une problématique de digital divide. Et je dis l'INPT à des chercheurs, à des gens de qualité, elles peuvent faire des choses dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine agricole, face aux défis climatiques. L'IAV peut faire la même chose et ainsi de suite. J'ai pris des exemples. Regardez le nombre de contrats qui ont été signés en présence de Sa Majesté lors de ses visites d'État dans nombre de pays africains qui touchent les routes, les autoroutes, les bâtiments. Et on a l'école Hassania. J'ai juste envie de rêver que l'école Hassania soit une école d'infrastructure au service de l'Afrique. Et en réalité, c'est dire nous avons les prédispositions. Si on veut travailler et être un hub, il faut le faire. Alors, je voudrais adresser la deuxième partie de votre commentaire. Évidemment qu'il y a des classements mondiaux qui touchent un certain nombre de sujets. J'ai l'honneur de diriger une importante institution privée. Et il m'arrive de partager dans des cercles internationaux. Et je dis très souvent de manière très simple, le rôle de nos chercheurs, et je ne pense pas que, tant que je dirige cette institution, un jour on aurait un prix Nobel, on n'en a pas les moyens. Donc il ne faut pas chercher des choses qui ne sont pas dans nos moyens. Par contre, je veux que les chercheurs qui travaillent dans l'institution que je dirige servent les écosystèmes pour lesquels ils travaillent. C'est-à-dire, nous, dans notre cas, ce sont des entreprises. Et donc nous avons choisi, sur un certain nombre d'axes, de travailler, par exemple, sur l'internationalisation des entreprises. C'est notre mission. Nous avons décidé de travailler sur la question de durabilité dans les organisations. C'est écrit clairement dans notre mission.
nos travaux de recherche, nos moyens, les ressources que nous avons vont dans ce sens. Je voudrais extrapoler. Au lieu de chercher à aller chercher, des rankings, on en a tous besoin. Mais simplement, cherchons l'impact. L'impact sur les espaces et les contextes pour lesquels nous travaillons. Qu'est-ce que c'est qu'une université? C'est un laboratoire géant. Elle fait des choses qu'elle va sortir pour aller soit dans des organisations qu'on appelle des entreprises, soit dans des administrations, soit dans des ONG, qui vont reprendre ces sujets-là. Donc on a transmis quelque chose d'un laboratoire à un autre espace, qui est aussi un laboratoire. Lorsque ces organisations utilisent ce que les universités leur apportent, eh bien, ça sort ensuite dans la société de manière plus large. Donc on est en train de servir la société. Si on regarde l'impact de ce qu'on fait, croyez-moi, on va donner plus de sens à pourquoi on travaille et on pourra avancer. Je voudrais, tant que j'ai la parole, comme ça je ne la reprendrai plus, répondre aux différents sujets que j'ai notés. Moi, il y a un sujet de mobilité étudiante. L'Union africaine, bon, évidemment, on va tous regarder le succès du système Erasmus européen qui a fait quelque chose d'extraordinaire et qui est le fruit de financement européen. Alors, le principal élément en Afrique, c'est que nos poches sont semi-cousues. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais elles existent, elles ne sont pas très profondes, elles sont semi-cousues en termes d'image. Donc la mobilité étudiante, l'Union africaine est en train de travailler sur un projet dans ce sens. Il y a beaucoup d'opérations qui se font, mais elles restent encore petites, elles restent encore timides, encore une fois, pour deux raisons essentielles. On ne peut pas se comparer à l'Union européenne avec le système Erasmus, parce que l'Union européenne est basée sur la libre circulation des hommes, enfin des humains, et des marchandises. En Afrique, nos relations sont basées sur tu as besoin d'un visa à chaque fois que tu veux visiter quelqu'un, et ce n'est pas fini. Dans de très nombreux cas, pour venir à Tanger, il faut passer par un autre continent. Ça veut dire on n'a pas le flying n'est pas facile. Alors si on a un Abuja, Lagos, Casablanca, Tanger et que ça va marcher, mais si je pars de Dar es Salaam, si je pars de villes d'Afrique australe, etc., je suis obligé très souvent de passer par l'Asie, c'est-à-dire la Turquie, ou Doha, etc., ou Emirates, avant de venir ici. Donc on a encore du travail à faire, à créer ces connexions. Alors c'est l'ensemble qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut mettre les étudiants? C'est l'ensemble à chaque fois, et donc faciliter la migration, admettre. L'Afrique a une problématique de sécurité, il faut oser se le dire. Donc on a besoin, souvent, on doit se dire, quand quelqu'un va faire preuve de mobilité, on peut s'assurer qu'il vient en bon invité, en invité honnête dans le pays, et de chez nous dans d'autres pays ou d'autres pays chez nous. Donc je veux dire, mais en même temps, on a besoin de commencer à dépasser ces questions de visa et de questions de mobilité. Donc on a du travail à faire là-dessus. Sur les questions, je conclurai là-dessus, de diaspora qui pourrait revenir. D'abord, je voudrais dire que l'humain est né bipède. Et on a beau, vous le savez, on a beau lui mettre des frontières et des visas, il cherche même à aller au-delà des mers et des océans, au risque de sa vie, et même quand il ne peut plus marcher, pour pouvoir transgresser les frontières. Bon, il faut qu'on soit réaliste. La liberté d'aller vivre ailleurs doit être une liberté qu'on doit respecter pour tous les citoyens du continent. On ne doit pas dire il faut que les Africains restent en Afrique. Il faut que les Africains soient là où ils sont heureux. Par contre, moi je veux que mon pays soit un pays où on travaille, où on met des politiques publiques pour donner aux jeunes Marocains l'envie de construire le Maroc. Je veux que mon pays soit un pays qui, au lieu de se lamenter de ne pas avoir les bonnes compétences, trouve des solutions pour attirer les meilleures compétences africaines pour pouvoir travailler au Maroc. Je voudrais que mon pays comprenne que si on nous prend des cerveaux, il faut qu'on puisse aller chercher aussi des cerveaux parce que c'est un marché mondial et c'est ainsi que ça marche. Et je voudrais enfin que mon pays comprenne sur le plan de sa société que nous sommes africains et que nous vivons en Afrique et que nous allons nous brasser à nos sœurs et nos frères africains
dans les décennies à venir. C'est notre destinée et qu'on doit l'embrasser positivement. Merci. Sous vos applaudissements, merci beaucoup, Monsieur Ghorfi, pour ce mot de clôture qui est tout à fait remarquable et tout aussi remarquable que celui d'ouverture. Merci aux différents panélistes d'avoir enrichi les débats, d'avoir braqué les projecteurs sur les différentes problématiques, mais aussi d'avoir proposé des pistes de réflexion et des solutions pour y faire face. Merci également à ceux qui ont pris part, à celles et ceux qui ont pris part à ce panel. Et puis, très bel événement et à très bientôt, toujours avec grand plaisir.